le silence et qu'est-ce dans le vide? C'est des images. C'est des images qui pointent vers quelque chose qui est ni silencieux ni vide. Mais par rapport à un trop plein de perceptions, des fois on dit c'est vide. Par rapport à un trop plein de bruit, on dit c'est un silence. Mais c'est pas le silence dont on parle n'est pas un silence silencieux. Et le vide dont on parle n'est pas un vide vide. Il n'y a rien de plus plein que ce vide. Donc, ne cherchez pas à comprendre une image, parce qu'elle peut avoir uniquement une valeur poétique, une valeur symbolique, mais elle n'a aucune valeur descriptive. Donc on parle d'écoute, qu'on parle de vide, qu'on parle de silence, qu'on parle de présence. Peu importe, ces mots, dans un instant précis, peuvent amener une forme de parfum de quelque chose, mais ils sont en aucun cas descriptifs de quelque chose. Ils pointent vers quelque chose, mais ce vers quoi ils pointent est impensable, donc inconceptualisable. Les mots n'ont pas cours. C'est pour ça que la pensée, il n'y a pas cours, parce qu'il s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée. En Inde, on appelle ça Anama. Anama, c'est-à-dire le sans-nom. C'est le nom le plus proche. Donc, surtout pas fait d'image avec le silence, avec ces choses-là. Eric, dans une session d'entretien, vous aviez dit que tout ce qui montait en nous montait pour s'éliminer. Les émotions, les désirs, les peurs. Et la question que je me pose, c'est ça s'élimine à partir du moment où c'est ressenti, où c'est goûté, où c'est vu. Si c'est pas vu, ça laisse des sortes de résidus. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus La nature de la perception, c'est l'apparition et la disparition. Il y a constamment apparition, disparition. C'est le fonctionnement organique de la vie. Quand ce fonctionnement organique est perturbé par une appropriation psychologique, il y a un frein à ce mouvement. La perception monte et je bloque la perception. Comment je la bloque? En créant une relation psychologique, en disant oui ou non, agréable, désagréable. À ce moment-là, la perception sur un certain plan s'élimine pas. Et donc il y a une forme d'accumulation de perceptions contaminées par un rapport psychologique. Donc il n'y a même pas à laisser monter. La nature d'une perception, c'est l'apparition, la disparition, l'apparition, la disparition. Une pensée apparaît, disparaît, une perception apparaît, disparaît. Mais quand la peur, par exemple, la peur apparaît et dans l'instant disparaît. Mais quand la peur apparaît et je ne veux pas avoir peur, à ce moment-là, la peur ne disparaît pas. Elle est bloquée par cette relation. À ce moment-là, la peur va se fixer. Bien sûr, il ne faut pas le prendre à la lettre, parce que tout ça est une manière de parler extrêmement poétique, on va dire. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a rien finalement. Tout ce qu'on peut dire est imaginaire. Mais voilà, sur un certain plan, on peut le dire. Donc, la nature du monde de l'apparition, la disparition. Mais dès que je crée ce lien psychologique,
à ce moment-là, j'interfère, on va dire, avec le mouvement de la vie. À ce moment-là, la perception se bloque. La perception n'est pas problématique. L'émotion n'est pas problématique. La peur n'est pas problématique. Quand on n'a pas peur, la peur, c'est un mécanisme nécessaire à la survie biologique, etc. Toutes nos émotions sont nécessaires. Elles font partie de notre chimie cérébrale. Mais à un moment donné, je refuse finalement cette apparition et disparition. Parce que je la nomme, parce que ça me paraît injuste, parce que ça me paraît juste, parce que ça me paraît favorable ou défavorable. C'est à ce moment-là la perception se fixe. Mais même ça, ne le prenez pas à la lettre, parce qu'on est encore dans une forme de conte de fées. Sur un plan plus profond, tout ce qu'on vient de dire n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a même pas de perception. La perception, c'est une représentation cérébrale de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a jamais perception. Parce qu'il n'y a personne pour percevoir et rien qui soit perçu. Cette absence d'objet perçu et de perception, c'est ça qu'on appelle perception. La perception, c'est un mythe. Il n'y a pas une séparation entre ce qui est perçu et celui qui perçoit, c'est la même chose. Le sujet et l'objet apparaissent simultanément, disparaissent simultanément. Il n'y a jamais perception. Mais pédagogiquement, on peut accepter de dire que quand une émotion se bloque, c'est une émotion qui n'a pas pu se vider. C'est l'exemple qu'on vous donne souvent, mais qui est fonctionnel. Vous allez à la foire, dans un manège, vous montez dans les roller coasters, les montagnes russes, vous montez, vous sentez l'adrénaline qui monte, la peur qui monte, et puis ça descend, vous avez peur, vous criez, une fois, deux fois, trois fois, vous sautez, c'est tellement super, vous repayez 10 € pour remonter. Pourquoi ? Parce que c'est beau la peur, quand on n'a pas peur. Ça ne laisse aucune trace. Vous pouvez le faire 10 fois, chaque fois il y a une tête d'extase, tactile. Vous recommencez. Puis la 10e fois, 11e fois, ça monte, et juste avant d'arriver en haut, vous apercevez que votre ceinture a cassé, mal attachée. Et à ce moment-là, vous allez voir, il y a une autre adrénaline qui monte. Et vous allez faire tout le mécanisme en vous tenant, en essayant de ne pas être éjecté, en peur, etc. Et vous sortez de là, vous êtes comme traumatisé. Donc il y a la différence entre la peur qui s'efface tout de suite, que vous les repayez pour l'avoir encore, et la peur qui va rester peut-être pendant 10 ans, on ne peut plus monter là-dessus tellement vous avez eu peur. La première peur est une peur, vous laissez complètement libre, vous payez pour avoir peur, vous criez. La deuxième peur, vous refusez. Et celle-là se fixe, c'est celle-là qui est traumatisante. Mais la peur en soi n'est pas traumatisante, c'est le mécanisme de défense qui est traumatisant. Donc quand une peur est laissée libre, elle ramène à la tranquillité. Quand les enfants s'amusent, ils jouent à se faire peur tout l'après-midi et le soir ils dorment bien. Eric, quelle est notre marge de manœuvre par rapport aux peurs qui se fixent ? Aucune. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Parce qu'il n'y a rien de fixé. Ça semble fixé. Mais ce n'est pas fixé, on le fixe. La peur, c'est une projection. Mais il n'y a pas de peur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... On va rentrer dans ce d'imaginaire de vouloir éliminer la peur. C'est pas... C'est des nettoyages que souvent on rencontre dans
l'imaginaire moderne, on va nettoyer ses peurs comme les gens qui font des détox, qui veulent se nettoyer, c'est des gens malades. Il n'y a rien à nettoyer. Quel est le problème? Tout va bien. Il n'y a pas de peur. On projette la peur dans l'instant. Donc je dois voir mon mécanisme. Cette vision, c'est une grâce, je ne peux pas le provoquer. Donc pas essayer de quoi que ce soit, parce que c'est un imaginaire. La peur n'est pas quelque chose de fixé. C'est quelque chose qui est constamment fabriqué, d'instant en instant. Un instant, je ne le fabrique plus, il n'y a plus de la peur. C'est comme une tension dans le corps. Une tension dans le corps est alimentée constamment. C'est pas naturel. Si quelqu'un vous étrangle dans l'instant, dès que vous êtes endormi, il n'y a plus de tension dans le corps. Mais avant d'être étranglé, je me dis, j'ai toujours une tension dans le dos, j'ai une tension là, j'ai une tension là. Non, je n'ai pas une tension là, je crée une tension là. Je ne me rends pas compte, parce que je ne me rends pas compte de mon fonctionnement. Une tension, c'est une activité. Donc vouloir contrer l'activité par une autre activité, ça crée une forme d'augmentation. Dans le meilleur des cas, une transposition. Je vais lever une tension quelque part pour la mettre ailleurs. Mais si je laisse une tension vivre, la nature de la tension, c'est le mouvement, la nature du mouvement, c'est l'expansion. La tension va naturellement se prendre en charge et retrouver sa vie, qui est une expansion, une non-séparation avec l'environnement. Et dès qu'une tension est plus séparée de l'environnement, c'est plus une tension, parce qu'une tension, c'est une séparation relative avec l'environnement, avec la globalité. Donc, quand il y a une tension, il n'y a pas à essayer de la lever, mais il y a à voir que je suis constamment en train de la fabriquer. Je suis constamment en train de lever mes épaules. Je suis constamment en train de serrer la mâchoire. Je suis constamment en train de serrer le ventre. Je suis constamment en train de me défendre. Dès qu'on me touche, je me défends. Dès qu'on me regarde, je me défends. Dès qu'on me parle, je me défends. Dès qu'on s'approche, je me défends. Dès que je vois ça, je me défends. Dès que j'entends ça, je me défends. Je sens ça, je me défends. C'est ça que je dois voir. Mais pas chercher à retrouver comme il y aurait une tension cachée sous des couches. Et puis on a levé les couches, et puis petit à petit on va trouver la tension au fond, et puis là se libérer. Là on est complètement dans une sorte d'imaginaire sénile. Il n'y a pas de tension. La tension est projetée d'instant en instant. C'est ce mécanisme de projection que je dois avoir. Parce que profondément, il n'y a pas de tension. Ce qu'on appelle une tension, c'est une détente un peu exagérée. Cette formulation, il n'y a pas de tension, c'est quelque chose que c'est difficile pour moi de l'intégrer parce que dans mon vécu, il y a tout un ensemble je dirais essentiellement de peur ou d'émotions que j'ai du mal à accueillir, comme certaines formes de colère ou de tristesse, qui se réactivent régulièrement en moi. Et même si c'est quelque chose que je vis dans l'instant, peut-être que ça pourrait se défaire si je pouvais vraiment l'écouter, ce qui n'est pas mon cas.
en tout cas jusqu'à présent. Et ces sensations, quand elles se manifestent, ça crée tout un ensemble de crispations, de résistances, qui me rendent complètement dysfonctionnel. Et je ne sais pas comment accueillir ça, en fait. Mon réflexe, quand ces émotions se présentent, c'est de les repousser. Et même si je sais que intellectuellement, la sortie, entre guillemets, ce serait de vraiment les laisser vivre, pratiquement parler, ce qui se présente, c'est le repousser. Mais c'est ça qu'il faut laisser vivre, c'est le repousser. Essayez pas d'être ouvert à ce à quoi vous êtes fermé. Soyez ouvert au fait d'être fermé. Vous avez totalement accepté le fait que vous défendez. Si vous défendez, tout va bien. C'est pas une erreur de la création qui doit être corrigée. Vous vous défendez parce que vous devez vous défendre. Toute la création vise que vous vous défendiez. Cette défense n'est pas différente du reste. En fait, pas un problème personnel. Il n'y a rien de personnel. Donc, vous ne vous défendez pas, ça se défend. Voilà, vous constatez, ça se défend, comme si vous mettiez le pied sur un clou, le pied se défend. Vous ne défendez pas, ça se défend. Quand on vous prend la tête, on vous met la tête sous l'eau, vous ne défendez pas, ça se défend. Vous allez voir, que vous vouliez ou non, la tête va essayer de sortir. C'est pas personnel. C'est un mécanisme naturel de survie qui permet au corps de vivre. S'il n'y a pas ce mécanisme, on serait mort. Donc quand on mettait le pied sur un clou, le pied se défend, tout va bien. Et des fois, quand il y a une émotion, vous défendez, tout va bien. Vous devez l'accepter intensément. Ne rentrez surtout pas dans l'imaginaire de ne pas vouloir vous défendre. Là, sinon, c'est une vie dramatique qui s'inscrit. Quand vous défendez, vous devez vous défendre. Donc, sentez la défense. Voilà. Comment vous savez que vous vous défendez? Vous le sentez. Alors voilà, c'est tout. Sentez à quel point vous vous défendez. Comment elle est la défense? Elle est chaude, elle est froide, elle est claire, elle est obscure, elle est gluante, elle est lisse, elle est râpeuse, elle est aiguë, elle est grave, il y a une expansion, elle est lourde, elle est légère. Explorez. C'est uniquement là. Donc il n'y a jamais à chercher à accepter quoi que ce soit. Si vous voulez accepter quelque chose, c'est une stratégie. Accepter n'est pas une stratégie. C'est d'une. C'est la nature des choses. Donc acceptez que vous n'acceptiez pas. Vous acceptez pas. Tout ça apparaît dans l'acceptation. Il n'y a rien de personnel. Certaines situations correspondent à vos caractéristiques, vous les acceptez. D'autres situations dépassent vos capacités, vous n'acceptez pas. Et alors, tout va bien? Comme quand vous conduisez, si votre voiture dérape d'un virage, des fois, vous avez la capacité de la rattraper, des fois, vous n'avez pas la capacité. Vous l'acceptez. Ce n'est pas personnel. Vous n'êtes pas responsable de votre capacité de conducteur, de la qualité de votre voiture, de l'état de la route, etc. Tant qu'il fait. Donc il n'y a jamais à accepter. Quittez l'acceptation comme mécanisme personnel. Acceptez joyeusement que vous n'acceptez pas. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas accepté ça. Tout va bien. J'accepte pas ça. Tout va bien. Je supporte pas ça. Tout va bien. Ça, c'est vraiment insupportable. Tout va bien. Explorer tactilement, sensuellement, joyeusement cette non-acceptation.
sans la moindre fantaisie de vouloir changer. Parce qu'il n'y a pas à changer. Il y a toujours des choses que vous n'accepterez pas. Chaque fois que vous allez marcher sur un clou, vous allez voir, le pied ne va pas accepter. Si vous mettez la main dans une flamme, la main ne va pas accepter, qu'il n'y ait pas de problème. Le corps et le psychisme, c'est la même chose. Si le corps peut ne pas accepter certaines choses, naturellement, le psychisme, c'est la même chose. Donc, quel que soit votre degré de disponibilité, il y aura des choses que vous ne pouvez pas accepter, tout va bien. Quelle que soit votre capacité de sensibilité corporelle, il y a des choses que le corps ne peut pas accepter, tout va bien. Si vous faites de la boxe, vous pouvez accepter tel coup, puis à un moment donné, c'est trop pour vous, pour votre capacité. Quelqu'un d'autre pourrait l'accepter, mais vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Donc on vit avec sa capacité. C'est celle qui m'est nécessaire. Donc il n'y a jamais la dynamique de vouloir augmenter sa capacité, qui est une sorte de mégalomanie. Parce que c'est sans limite. Donc il n'y a jamais à rentrer dans cette fantaisie de vouloir accepter les choses. Il n'y a rien à accepter. C'est ça qu'il faut accepter. Mais c'est trop facile, parce qu'automatiquement, la question est toujours quoi faire. Mais là, on vous dit que vous ne pouvez pas faire. Accepter ou refuser, c'est la même chose. C'est deux imaginaires. Parce qu'il n'y a personne pour accepter ou personne pour refuser. C'est une forme d'appropriation. Vous dites j'accepte, vous dites je refuse. Mais c'est comme de dire je marche ou je pense. C'est comme si vous dites je bats, non, vous ne battez pas, le cœur bat. Vous ne marchez pas, ça marche, vous ne pensez pas, ça pense. Vous ne circulez pas, non, la circulation circule en vous. Vous n'acceptez pas. Vous ne refusez pas. Ça n'existe pas. Donc je m'approprie d'un mécanisme totalement organique. Mais pour rester concret, donnez-vous simplement à l'expérience sensorielle du refus. C'est extraordinaire le refus, à quel point quand vous êtes affecté, quand vous êtes jaloux, quand vous êtes aigri, quand vous êtes en colère, vous êtes parti de la colère, c'est super la colère. Magnifique la colère. Où est-ce qu'elle est cette colère? Le bas-ventre, le ventre, la mâchoire, les épaules, le deltoïde, la poitrine, le plexus. C'est comment elle est cette colère? Elle est rouge, elle est verte, elle est bleue, elle est grave, elle est aiguë, elle est salée, elle est sucrée. Tout ça, je peux le sentir. Parce que le corps peut transposer toujours dans les 5 sens une émotion. Puis quand vous dites quelqu'un est lourd, quelqu'un est léger, c'est une transposition. Quelqu'un est noir, quelqu'un est clair, on transpose constamment. Donc vous devez jouer, explorer cette transposition sensorielle dans les 5 sens. Donc approchez le refus par les 5 sens. Un sens, ça ne suffit pas, 2 sens, ça ne suffit pas, 3 sens, ça ne suffit pas, 5 sens. Et on dit ces 5 sens vont être coiffés par le 6e sens qui est le ressenti. Voilà, je ressens la résistance, je ressens la non-acceptation. Ça suffit, c'est tout ce qu'on me demande. Tout va bien. Et je ne fais vraiment rien avec ça. Je ne rentre pas dans l'infantilisme, c'est juste, c'est faux, c'est positif, c'est négatif, c'est rien du tout. C'est ressenti. Je vis avec cette claque sensorielle de la peur, du refus, de la jalousie qui complètement irrigue tout le corps. Et vous allez voir que ça va dépasser le corps. Quand vous êtes jaloux, ça dépasse le corps. Quand vous êtes vraiment en colère, ça dépasse le corps. Tous les poissons rouges, tous les plantes debout bénéficient. Quand vous êtes dépressif, tout le monde en bénéficie autour de vous. Parce que le corps, l'émotion n'est pas enfermée dans le corps. Donc, vous devez sentir dans le corps et ensuite à l'extérieur du corps. Vous devez vraiment sentir l'émotion, la peur, la jalousie, la tristesse. On va la sentir dans l'espace. Et là, quelque chose commence à se passer. Et comme il n'y a personne de jaloux, la jalousie va se vider. Comme il n'y a personne en colère, la colère va se vider.
Comme il n'y a personne de triste, la tristesse va s'éviter. Ne vous appropriez pas l'émotion. Souvent, quand on vous pose une question, vous répondez qu'on n'est pas une personne et qu'à partir de là, il n'y a pas vraiment... c'est un faux problème, quoi, la question posée. Mais moi, pour l'instant, je me prends pour une personne et je ne vois pas comment le basculement se fait quelque part pour arriver à ne plus se prendre pour une personne. Je ne sais pas s'il faut faire plus de yoga, je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas trop comment ça se passe, quoi. Pourquoi vous voudriez changer quoi que ce soit à votre vie? Parce que je me prends pour une personne alors qu'on n'est pas une personne. Ça, c'est une information de seconde main. Oui. Vous n'êtes pas obligé de croire ça. Vous ne croyez pas à ce que disent les hommes politiques à la télévision. Pourquoi vous voulez croire ça? Il n'y a rien à croire. Ce qui est important, c'est de voir comment vous vous sentez. Vous savez, une personne, pas une personne, c'est des mots, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est des images. Alors, des fois, l'image touche, des fois, elle ne touche pas. Quand elle ne touche pas, elle est nulle, c'est tout. Ne vous occupez pas de choses comme ça. Personne, pas personne, c'est des discussions stériles. Non. Qu'est-ce qui vous empêche finalement d'être heureux? Vous allez voir, ce qui vous empêche d'être heureux, c'est une forme d'avidité, une forme de peur, une forme de tristesse, une forme de tension, etc. Donc, simplement, devenez intime avec votre fonctionnement. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas de faire plus de yoga ou moins de yoga, c'est la vie qui décide ça. La plupart des gens sont complètement étrangers à eux-mêmes, mais c'est pas grave. C'est pas un hasard. Si la vie avait voulu que ce soit autrement, ce serait autrement. Vous, finalement, vous venez ici. Ça veut dire qu'il y a un questionnement. Le questionnement, c'est de regarder son fonctionnement. Vous devez être de plus en plus intime avec votre fonctionnement. Et ça, vous ne pouvez pas le faire volontairement. Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, demain je vais voir mon avidité, demain je vais voir ma jalousie, demain je vais voir ma réactivité. Ça ne marche pas comme ça. C'est demain dans la journée, éventuellement vous allez vous rendre compte que là vous avez réagi, là vous avez prétendu, là vous êtes défendu, et tout va bien. Mais je me rends compte de ça. L'immense majorité des êtres humains ne se rendent même pas compte de ça. Ils pensent qu'ils sont constamment dans cette ouverture. Voilà, c'est pas grave. Vous vous rendez compte qu'il y a finalement quelque chose, vous pressentez qu'il y a une autre possibilité. Vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est très bien, parce que si vous le saviez, vous ne le sauriez pas. Ce serait un imaginaire. Donc on vous demande uniquement de regarder ce qui est là. Qu'est-ce qui est disponible pour vous? Et vous avez la seule chose disponible, c'est vous-même. Quand vous êtes dans votre lit le soir, qu'est-ce qui est disponible pour vous? C'est votre ressenti. Alors ressentez. Qu'est-ce que c'est qui est dans le lit? C'est un crapaud? C'est un dinosaure? C'est un serpent? Vous avez combien de jambes? 1, 2, 5. Vous avez un bec? Vous avez des lèvres? Vous avez une trompe? Vous avez combien d'yeux? Vous avez combien de pattes? Posez-vous la question. Ne répondez pas par la mémoire. Et voyez ce qui vient. Sentir ce qui est là. Simplement, c'est comme vous réveillez un matin, vous allez voir, ça arrive tôt ou tard, vous ne pouvez plus bouger. Ah, vous ne savez pas où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez vraiment rien faire. Mais vous sentez. Alors, vous êtes un dinosaure, vous allez chercher, si vous avez une très longue trompe, vous avez des crocs, vous avez des ailes, vous avez
par le senti, pas par la mémoire. Sentez votre corps. C'est plutôt chaud, c'est plutôt froid, plutôt grave, c'est plutôt aigu, c'est plutôt tendu, c'est plutôt lourd, c'est plutôt léger. Et bien sûr, ce n'est pas d'une seule tonalité. Il y a des multiples tonalités dans le corps. Donc, explorez joyeusement toutes ces tonalités du corps. Un matin, vous vous réveillez triste. Voilà, super. C'est quoi la tristesse? Où est-ce qu'elle est cette tristesse? Vous la sentez. Si votre chien vous demande comment tu sais que tu es triste, vous allez dire je le sens. Voilà, vous sentez la tristesse. Super. Où est-ce que vous la sentez? Dans les pieds? Dans les aisselles? Dans les narines? Dans la mâchoire? Dans la poitrine? Dans le ventre? Et au début, vous allez voir, c'est pas facile. Mais parce que vous dites à votre chien, vous le sentez. Vous le sentez quelque part. Vous ne le sentez pas dans votre frigidaire, vous ne le sentez pas dans votre voiture, donc c'est dans votre corps. Alors où c'est dans votre corps? Voilà, ça c'est une piste d'exploration. C'est un jeu finalement. Jouez à ça. Voilà, soyez pas sérieux, les gens sérieux sont malheureux. Il faut jouer dans la vie. Nous on joue, on explore comment ça se passe en nous. Quand je suis angoissé, où est cette angoisse? Où est-ce qu'elle est? Je la sens, où est-ce que je la sens? Et je commence à explorer, je commence à laisser vivre en moi la tactilité qui me fait dire je sens l'angoisse, je me sens angoissé, comment je sens? C'est une compression, c'est plutôt liquide, c'est solide, c'est aérien, c'est gazeux. C'est une expansion, c'est une contraction, c'est plutôt râpeux, c'est plutôt lisse, c'est plutôt gluant l'angoisse. Plutôt humide, plutôt sec. Et au début, vous allez voir, il y a très peu d'informations qui viennent parce qu'on est tellement dans la cérébralité. On ne sent jamais, on pense les choses. Mais le simple fait de poser la question, la réponse commence à devenir vivante. Et c'est même pas d'approfondir le questionnement. Parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on sent. On s'en fout ce qu'on sent. Il ne faut pas le dire, mais ça nous est complètement égal ce qu'on sent. C'est nul ce qu'on sent. Parce qu'on ne sent rien. On projette. Et nous, on fait semblant de sentir. Parce qu'un jour, je me rends compte, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on sent, mais c'est le fait de sentir. De sentir est au-delà de ce qu'on sent. Le sentir, c'est l'être, c'est la conscience. Il y a un ressenti. C'est aucun intérêt ce qu'on écoute. C'est l'écoute qui est importante. Mais au début, si on vous dit, mettez l'accent sur l'écoute, ça ne veut vraiment rien dire. Alors on vous dit, écoutez le bruit des oiseaux, écoutez la respiration, écoutez vos réactions. Voilà. Mais un jour, on va vous dire, tout ce que vous écoutez, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est l'écoute. Au-delà, on vous dit, sentez, devenez un espace immense pour le senti. Puis un jour, on va vous dire ce que vous sentez, ça n'a aucun intérêt, on s'en fout ce qu'on sent. C'est le fait de sentir qui est la conscience. La conscience est ressentie, il n'y a rien à sentir. Donc l'accent sur le senti, c'est une espèce de truc pédagogique pour à un moment donné être complètement libre du senti. Mais pédagogiquement parlé, il faut passer par là. Donc prenez-vous comme objet d'exploration tactile. Le soir avant de vous coucher, comment vous vous sentez? Sentez. Après avoir mangé, comment vous vous sentez? Quand vous vous réveillez, comment vous vous sentez? Quand quelqu'un vous a agressé, comment vous vous sentez? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez une forme d'affection, comment vous vous sentez? Vous voyez un enfant se faire écraser par un tracteur, comment vous vous sentez? Vous voyez un politicien, vous n'aimez pas la télévision, comment vous vous sentez? Vous apprenez qu'un ami vient de mourir, comment vous vous sentez? Vous venez de perdre de l'argent, comment vous vous sentez? C'est ça la vie. Tout le reste est imaginaire. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est tout ça, ça vous est donné dans l'instant. La vie, c'est que des cadeaux. Les amis meurent, les enfants sont écrasés, perdez votre argent. Tout est bien organisé pour vous amener sur le ressenti. Il n'y a pas de technique. Le yoga, c'est uniquement pour développer en nous cette
de voir à quel point on refuse de sentir. On est mécanique. Lever un bras, baisser un bras. On n'a rien senti. Alors on va sentir le bras, sentir la résistance de l'air, sentir, etc., etc. C'est un truc pour, quand la peur vient, quand la jalousie vient, quand l'anxiété vient, pouvoir être plus sensible. Mais c'est un truc qui n'est pas indispensable, comme tous les trucs. Ça facilite pour ceux qui ont... pour qui c'est fonctionnel. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça, il n'y a rien qui manque. La plupart des sages n'ont jamais fait de yoga, ça ne leur a pas manqué. Ibn Arabi n'a pas dû passer beaucoup de temps sur la tête, ça ne lui a pas manqué. Donc soyez simplement passionné par ce que vous sentez. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache là. Ce n'est pas ce que vous sentez qui est important. Mais c'est le fait de sentir. Et un jour, à force d'explorer amoureusement le senti, vous allez vous sentir dans le fait de sentir. Il n'y aura plus rien de senti, plus personne qui sent. Il y aura ce qui est là. Donc ça se fait malgré vous. Vous allez l'oublier, de nouveau, vous allez vouloir ça, refuser ça, être enragé de ça, être heureux de ça. Et hop, puis je me rends compte. Et de nouveau, ventre, poitrine, clavicule, la gorge, les narines, la mâchoire, le dos, le bas-ventre, les cuisses, les épaules, les mains, le cou. Moi, je me rends compte comment je résonne dans l'environnement. La prochaine fois que quelqu'un vous critique, que quelqu'un vous insulte, que quelqu'un vous raye votre voiture, comment ça se passe? Comment ça vit en moi? C'est ça, c'est le plus simple. Mais la pensée a tellement pris la place en nous que cette chose simple nous paraît très compliquée. Pourquoi? Parce qu'on pense tout le temps. Et on laisse, c'est pas un problème de penser tout le temps. Mais petit à petit, quand on ne peut pas penser et sentir à la fois, au plus vous allez être invité dans la journée au ressenti, vous allez voir quand vous sentez votre pied vivre pendant un petit moment, pendant cela vous ne pensez pas. Donc il y a une déshabitude de la santé, de la pensée qui va se faire organiquement. Vous aurez moins penser, vous aurez moins de choses à dire, moins de choses à vous raconter, moins de choses à raconter aux autres. Mais surtout, il n'y a rien à penser. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? On ne pense pas, on tourne en rond. En fait, vraiment libre de toute intention. C'est la non-intention qui est le cœur de la vie. Ce qui rend heureux, c'est de faire les choses librement, gratuitement. Tout ce qui rapporte quelque chose, ça vaut rien, c'est nul. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rien. Tout ce que je fais gratuitement, c'est ça qui m'enrichit. Parce que la richesse, c'est la gratuité. Tout ce que vous donnez, ça vous enrichit. Tout ce que vous accaparez, ça vous alourdit. La pensée alourdit. Donc prenez-vous comme champ d'expérience, d'exploration. Il n'y a rien de plus important que vous. Ça, c'est l'acte le plus non égotique qui soit. Donc je pense qu'il y a quelque chose de plus important que moi, je suis complètement dans l'ego, dans l'imaginaire. Il n'y a rien de plus important que moi. C'est quand je me donne totalement à cette exploration que je vais voir qu'il n'y a pas de moi. Et donc je pense qu'il y a un environnement qui est important, une forme de fuite, comme les gens qui vont aider en Afrique ou ailleurs, faire des choses pour aider, mais pour oublier le problème. C'est respectable, mais ils reviennent, ils ont le même problème. On peut très bien aller en Afrique, faire des puits, mais il faut le faire sans prétention, ça ne va pas être une fuite. Donc explorez votre fonctionnement amoureusement. Il n'y a pas d'erreur,
Il n'y a rien que vous devez changer dans votre vie. Il n'y a pas de limite que vous devez dépasser. C'est des gens jeunes, c'est des gens qui sont imaginaires, qui veulent toujours dépasser la limite, ils veulent augmenter ceci, ils veulent arriver à ceci. Et un jour, ils vont mourir. Ça n'arrive à rien du tout. C'est complètement un imaginaire d'arriver à quoi que ce soit. Comme les gens qui veulent être heureux, de folie. Les gens qui veulent être aimés. Je veux être aimé, je veux avoir une grande histoire d'amour. On n'arrive à rien dans la vie. C'est complètement... C'est un imaginaire. Il n'y a rien à arriver. La seule chose à laquelle je peux arriver, c'est mourir d'instant en instant. Voilà. Mourir à toute sécurité, mourir à tout savoir, à toute appropriation. Et quand vous sentez, c'est ça, c'est cette mort. Quand vous sentez, il n'y a personne qui sent. Il n'y a que senti. Donc ne vous occupez pas des concepts, personne, pas personne, ça c'est pour les intellectuels. Restez sur ce qui est concret, comment ça fonctionne en vous quand vous voyez un événement. Voilà. Que vous aimez, que vous n'aimez pas, comment ça résonne en vous. Simplement devenez amoureux de ce fonctionnement, l'écho de la vie en vous, et vous allez voir comment ça s'actualise. Merci. S'il y a une dernière question. La phrase de Jean Klein, le chercheur et le cherché, tourne souvent en moi comme un peu quelque chose qui est là. Est-ce que vous pourriez commenter cette phrase, s'il vous plaît? La personne s'imagine chercher un état, parce qu'elle n'a pas d'autre possibilité que de projeter un état. Vous cherchez la tranquillité, le silence, après avoir cherché un mari, un chien. Ensuite, une forme de clarification et vous cherchez le silence. Mais ce que vous devez voir, ce n'est pas le silence, c'est le chercheur. Ce que vous devez voir, c'est votre mécanisme. Donc quand on dit le chercheur et le cherché, c'est-à-dire que ce que vous cherchez est derrière vous. Le chercheur peut uniquement projeter ce qu'il cherche. Donc vous avez projeté sur un mari, vous avez projeté sur un enfant, vous avez projeté sur une tradition spirituelle, vous avez projeté sur un voyage, sur une manière de vivre, sur la santé, sur la force, voilà. Et puis maintenant, vous projetez sur la spiritualité. Projetez quand les malheureux qui veulent être libres, réalisés, pour ceux qui veulent faire carrière. Donc, vous voulez ça. Mais vous vous rendez compte que tout ce vers quoi vous allez, c'est une projection. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas penser l'impensable. La pensée, c'est la mémoire. Donc tout ce que vous pensez, c'est le déjà connu. Donc, vous cherchez l'inconnu, parce que vous ne connaissez pas cette tranquillité. Donc si vous cherchez la tranquillité dans la mémoire, non, la mémoire, c'est le contraire de la tranquillité. Donc, vous pouvez uniquement projeter des choses. Vous projetez sur la tranquillité, ce que vous projetez sur un mari, ce que vous projetez plus tard sur un divorce, ce que vous projetez, etc. Pensez que là, ça va bien aller. Et puis, en un seul instant, vous vous rendez compte que la seule chose qui vous empêche de vivre cette tranquillité, c'est le chercheur. C'est vous-même. C'est-à-dire, c'est l'impatience, c'est l'affirmation, c'est la jalousie, la prétention, la défense. Donc, c'est moi que je dois voir. Donc, je suis vu. Je suis le gibier, je ne suis pas le chasseur. Tant que je crois être le chasseur, je chasse mon ombre. Je peux rencontrer que mon ombre.
Je suis le gibier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tant que je pense être le chasseur, toutes les énergies de la vie sont excentriques, sont vers quelque chose, vers la transformation. Je deviens bouddhiste, je fais du yoga, je fais ceci, je fais cela. L'énergie est excentrique, c'est une dispersion, c'est un éloignement. Quand je comprends que je suis le gibier ne peut rien faire. À ce moment-là, quand je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, toutes les énergies qui étaient excentriques vers les choses, ces énergies deviennent concentriques. Ces énergies se rassemblent dans l'intériorité. Ce rassemblement de l'énergie, c'est ce qu'on appelle en Orient l'entrée dans la voie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie pour aller vers les choses, il n'y a plus d'énergie pour trouver. Et vous allez laisser vivre ce qu'on appelle le chercheur, c'est-à-dire votre fonctionnement, sans porter main à ce que vous voyez. C'est-à-dire le chercheur n'est pas quelque chose dont on doit se débarrasser. Donc je vois le chercheur, je vois le mécanisme du chercheur qui est toujours en train de chercher. Mais je ne fréquente plus ce mécanisme. C'est-à-dire je ne le justifie plus, je ne le critique plus. Je n'ai plus de relation psychologique. À ce moment-là, ce mécanisme d'aller vers les choses, ce mécanisme excentrique, va progressivement se réduire. Et à un moment donné, si ce mécanisme n'est pas alimenté par le jugement, l'approbation, la critique, il se meurt naturellement. L'énergie est devenue centrée. Elle est plus vers quelque chose, elle est par quelque chose. Ça, c'est la dernière marche que l'être humain peut franchir. Ensuite, c'est la grâce qui va faire que cette énergie va se déployer dans votre intimité ou non. Mais là, il n'y a rien à penser, il n'y a rien à dire. C'est une chose qui se fait ou qui ne se fait pas. Mais on va dire, vous devez revenir à cette disponibilité. Vous devez être prêt à la grâce, finalement. Il ne faut pas faire plus. Pour être prêt à la grâce veut dire que l'énergie est plus excentrique, qui est plus vers les choses. Donc là, c'est la vision que le chercheur est le chercher. Ou pour dire autrement, que vous êtes le gibier, que vous n'êtes pas le chasseur. Il n'y a plus aucune manipulation de l'énergie. Je passe la journée à construire une vie imaginaire, à me préparer à une sécurité imaginaire. Voilà, je fais ça va m'aider, puis ça va m'aider, puis oui, ça m'aide, puis il y aura ça, je fais une sorte de muraille de sécurité comme imaginaire, parce que ce que je pense est complètement factice. Mais même si je sais, je ne peux pas m'empêcher. Voilà, puis j'aurai ça, et puis il y aura ça, et puis il y a ça qui est là, ça c'est pas trop mal, ça je vais un peu éviter, ça je vais un peu éliminer de ma vie, je fais ça, c'est bien pour moi. Je passe ma vie à créer cette espèce de vie imaginaire de sécurité. Là, l'énergie est comment excentrique. Donc je dois voir ça. Et je vois que ça ne marche pas, parce que je crée avec quoi? La mémoire. C'est la mémoire qui m'a amené dans le marasme dans lequel je suis, et ces sécurités imaginaires font partie de ce même marasme. Ça ira pas mieux quand j'aurai ça, ou à la place de ça, moins que ça, plus de ça. Il n'y a rien qui va changer. Donc je dois voir ce mécanisme. À ce moment-là, l'énergie excentrique devient concentrique. C'est pour ça, dans le yoga, tout c'est imaginaire de vouloir centrer l'énergie, éveiller l'énergie, c'est complètement bidon. Parce que l'énergie ne peut pas être centrée volontairement. Le centrage de l'énergie, c'est quand l'énergie est plus dispersée vers l'extérieur. L'énergie se recentre dans le bassin, la corbeille du bassin, elle devient réceptive, disponible. Disponible parce qu'éventuellement la grâce allume cette énergie. Donc c'est vraiment un problème de perspective. Puis on ne peut pas comprendre l'image de Jean. Il faudrait, quand vous lisez Jean Klein, il faudrait abdiquer toute idée de la comprendre. Ce qu'il dit, personne ne peut comprendre ce qu'il dit.
tant qu'on ne vit pas cette même liberté. Donc, vous devez lire Jean Klein comme vous lisez Rilke, comme vous lisez un poète, sans comprendre. Ça ne veut rien dire. Il y a un mouvement, il y a une atmosphère. Mais n'essayez pas de comprendre ce que ça veut dire parce que sinon vous allez créer un imaginaire. Ce que vous cherchez est derrière vous. Où vous alliez vous éloigner de vous-même. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de vous-même. Quelle que soit la direction que vous prenez, vous êtes en train de vous éloigner. Quelle que soit la pensée que vous suiviez, vous vous éloignez. Quelle que soit la stratégie, vous vous éloignez. Quand je vois l'éloignement, c'est ça le rapprochement. Donc c'est qu'une vision, il n'y a pas de place pour l'action, l'action est imaginaire. Il n'y a jamais à agir, il n'y a qu'à voir. Mais attention, la vision est négative, je ne peux pas voir la clarté, je peux voir uniquement la non-clarté. Je peux voir que ce qui empêche. Je ne peux pas voir la liberté, je vois ce qui empêche la liberté. Donc vous devez voir le chercheur. Le chercheur et le chercher, parce que quand je vois le chercheur, quelque chose s'arrête. Ce que vous cherchez est derrière vous. Vous pouvez uniquement chercher devant vous, parce que vous projetez constamment. Quand je comprends ça intuitivement, il n'y a plus qu'une énergie dans la vie vers les choses. L'énergie redevient concentrique, tranquille. C'est ce qu'on appelle la disponibilité. Vous devez être disponible. Ça s'arrête là. Bonne soirée.